30 previews. En 22 jours. Oui, monsieur. Comment ça va? Bah, j'ai dû T'as un joli masque. J'ai dû mettre mon masque. Tu feras gaffe, pas toucher le micro, s'il te plaît. Pour ceux qui n'ont pas la ref, vous allez vite comprendre. Ouais. On s'installe tranquillou. Vous le savez, ce sont les 30 previews en 22 jours. Le marathon officiel qui vous accompagne jusqu'à la reprise de la NBA le 22 décembre. C'est dans quelques jours. L'impatience est totale. Les premiers matchs de pré-saison nous permettent d'avoir des conclusions hâtives extraordinaires. Magnifique. Des conclusions hâtives extraordinaires, comme tous les ans. Comme tous les ans, tout à fait, vous le savez, et comme tous les ans, vous avez les 30 previews. C'est en 22 jours, on a déjà réservé pas mal de petites franchises, des plus en plus grosses, là, qui vont se ramener aussi. Des prétendants au titre. Ah bah là, on step up. Est-ce que le Jazz sera dans cette catégorie-là ? Peut-être, peut-être pas, on verra. Dans tous les cas, les sections, elles n'ont pas bougé. Vous avez toujours la question de la mort, le Gérard d'or, les pronostics, le 5 majeur, et évidemment, tout ça, vous allez y avoir droit. Comme d'hab, Alex, j'ai envie de dire que l'info, on peut la retrouver sur quel site internet ? Sur un très très bon site, petit site discret qui s'appelle trashtalk.co. Tout à fait. Et comme tenu par l'excellent Giovanni et le non moins excellent Nicolas. Tout à fait, avec Ben aussi dans le Big Three. Avec Ben, bien évidemment, dans le Big Three. Et puis d'autres gens qui viennent contribuer, écrire et tout. Enfin, attention, il y a un petit peu de monde pour faire tourner la bête. Ça m'arrive même d'écrire, si vous êtes curieux parfois. Moi aussi. Tout à fait, ça c'est peut de arriver. plus en plus rare, malheureusement, mais c'est ça comme arrive. Ça. Et comme dirait mon cher ami Laurent Ruquier, un grand livre à devoir se procurer, notamment sur les fêtes de fin d'année. Vous l'avez ici, on vous en a déjà parlé 1500 fois, on va le faire 1501 fois. Le plus grand livre de basketball de tous les temps selon Trash Talk, disponible chez votre libraire préféré. Exactement, dans votre rayon livre préféré. Voilà. Avec vos anecdotes préférées dedans, évidemment. C'est le classique. Et encore une fois, toutes nos excuses aux livreurs, aux magasiniers, aux gens qui mettent ça en rayon et compagnie bon, pour le problème de lombaire à venir. Exactement. Et sur ces magnifiques introductions en faisant la bise au TTF Lab et à Léonce, on va pouvoir commencer cette preview comme d'habitude, Alex, avec un coup d'œil. Dans le rétroviseur, qu'est-ce qu'on y voit? Oh, c'est la merde. J'enlève mon masque. C'était bien, puis c'était moins bien. C'était Montagne Russe. Montagne Russe à Salt Lake City. Ouh là là. Je regarde en effet dans le rétroviseur et comme tu dis Montagne Russe. Tiens, c'est marrant, on avait envie de voir des nouveaux jeunes All-Stars à Utah et sur le début de saison, boum, yes. Utah nous propose un grand Rudy Gobert et un grand Donovan Mitchell jusqu'au All-Star Break. Attention, on a eu le droit à une fin décembre et début janvier extraordinaire, série de victoires, des gros matchs de Rudy. Souvenez-vous du match de Rudy juste après le match à Paris où il était contre Dallas. Une dinguerie, Donovan Mitchell qui est clutch. Le shoot de Bogdanovic. Le samedi soir là complet, c'était incroyable, on était tous devant. Le shoot de Bogdanovic contre les Bucks, le shoot de Bogdanovic contre Houston. Il y a eu des grands moments. Mais, comme tu le dis, montagne russe. Montagne russe parce qu'il y a eu cette montée en puissance donc du début de saison, ponctuée par un énorme mois à cheval sur fin décembre jusqu'à mi-janvier en gros. Tout à fait. Ok. Après, Donovan Mitchell, Rudy Gobert annoncé All-Star. Ouais. Et là, coïncidence, pas coïncidence, mais t'es d'accord. Là, ça se calme un peu, ça baisse un peu, ça rentre un peu dans le dur. Il y a aussi le calendrier qui se complique. Le calendrier se complique pour Utah. On les connaît, les calendriers NBA. Il y a des moments où ça va, et puis il y a des moments où tu fais « Attends, parce que là, on était à Milwaukee. Comment ça se fait qu'on est au Staples Center et que demain, on va à Portland et qu'après, il faut être à Boston ?» Enfin, tu vois, genre... Ah non, mais bien sûr. Pour Utah, c'était vraiment assez mouvementé pour les fans, d'autant plus que lorsque nous avions fait les previews la semaine dernière, on se disait mais attends, mais Utah, ils viennent pas de récupérer Mike Conley, et alors dans le classement des joueurs montagnes russes et qui nous ont le plus frustrés la saison dernière, Mike Conley trust le podium sans problème. On pensait à un feat extraordinaire avec rappelle-toi la Mitchell. Preview du Jazz l'année dernière, on était là tous les deux en train de se gargariser, oh le feat de mais malade. C'est un top 3 à l'ouest. On se disait mais tiens, Utah va en finale de conf. Non mais c'était vraiment fou la hype qu'il y avait, et le plan Mike Conley à côté de Donovan Mitchell et intégré dans l'effectif Insider, ça restera une des plus grosses énigmes de toute la NBA la semaine dernière. Ouais. C'était chaud. Énigme, je sais pas, oui, énigme. Bah, c'est énigmatique. Qu'est-ce qui explique un anti-fit, tu vois ? Il y a un côté, tu vois, Mike Conley, il y a eu cette espèce
en fait, je sais pas trop. Il y a une sensation de. Est-ce qu'on s'est trompé sur le fait que ça pouvait être un bon fit? Non. Ou est-ce qu'on s'est trompé sur le niveau réel auquel Mike Conley est désormais capable de jouer? Non plus. Alors on s'est trompé où? Alors on s'est trompé sur le côté genre en fait il lui fallait 1 an d'adaptation peut-être avant de pouvoir commencer à être efficace parce que ça faisait tellement longtemps qu'il était à Memphis. Moi je peux comprendre. Hein. On s'est trompé là-dessus. Il y a forcément eu un truc qu'on n'a pas vu quoi. Bah bien sûr, on s'est trompé sur le fait que bah oui quand tu joues toute ta carrière dans une franchise et que tu passes ailleurs, même si le fit peut sembler bien, et ben non ça se passe pas forcément aussi facilement que ça. On s'est trompé sur le fait que regarder des ajustements dans un pouf c'est une chose, mais intégrer un ajustement dans un effectif, c'est pas la même, et donc forcément... Moi je croyais que c'était la même chose, moi, depuis les poufs, je croyais qu'on pouvait... Alors, il y a beaucoup de choses dont on parle sur les poufs qui sont la réalité, c'est vrai. Mais là, en l'occurrence, le mystère que représente aussi parfois le basket, c'est qu'il y a des puzzles où on a l'impression que ça match, et puis c'est pas aussi facilement que ça, en tout cas dès le premier jour. Mike Conley, l'affaire n'aura pas été très très bonne. Dans la bulle, il y a eu un petit peu de mieux, mais en tout cas... Ah oui, non, il y a eu du vrai mieux. Tout à fait, il y a eu du mieux. Mais en tout cas, dans cette saison, et le mot d'ordre que tu disais, c'était montagne russe, on a donc des moments de vraie frustration pour les fans du Jazz. On a des moments dingues avec donc le shoot de Bogdanovic à Houston, le shoot de Bogdanovic contre Utah, le transfert All-Star Game, c'est magnifique. Bien sûr, le transfert mine de rien très discret mais ô combien efficace de Jordan Clarkson qui débarque en milieu de saison, ça c'était une vraie bonne pioche de la part du Jazz. Très 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 bien joué, très bien joué. Ça c'était nickel. Non, tout à fait. Et puis bon an mal an, sortie de All-Star Game, ça tient un peu tout ça. Et puis, hein. Voilà, va arriver notre nouvel ennemi, qui s'appelle le Covid-19, où la NBA jouait encore, et la suspension NBA va partir du Jazz et va partir de Rudy Gobert, le Français, qui va être le premier joueur testé positif parmi les joueurs NBA. J'ai bien dit le premier joueur testé positif, il n'y a absolument aucune preuve qu'il soit le premier joueur à l'avoir eu. C'est pas lui qui a bouffé le pangolin, on le répète. Non mais c'est important. Maintenant, médiatiquement, ça part de lui. Médiatiquement, il y a cette conférence de presse là où Rudy use de son humour de manière un peu malheureuse. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Tout le monde n'a pas eu la blague. Attends, bon, laisse-moi juste... Excuse-moi. Humour de merde. Désolé Rudy, hein, je m'en bats les couilles, mais juste voilà, humour de merde. Mais ça arrive, c'est fait, et il a fait amende honorable derrière, médiatiquement. Exactement. Il a fait le taf. Il a grave fait le taf derrière. Communication. Sauf que ça a eu des conséquences, c'est-à-dire que tout de suite, on a vu Donovan Mitchell qui était pas content, on a commencé à avoir des bruits qui sortaient, comme quoi dans le vestiaire du Jazz, il y avait plusieurs joueurs qui étaient saoulés par l'attitude de Rudy, machin et tout. Bon, donc on s'est dit, on était en pleine suspension. Et tu t'en rappelles quand on a fait les reviews, pas les previews, les reviews, pendant le premier confinement, où on s'est dit, oh là là, le Jazz, mais attends, comment ils vont gérer, qu'est-ce qui se passe? Et Donovan Mitchell, en plus, il est en année de contrat, et oh là là, si ça redémarre maintenant, si la NBA reprend, comment ils vont faire en termes de cohésion d'équipe et tout ça? Bien sûr. Ça a repris fin juillet, le Jazz était là dans la bulle, et quelque part... ils ont été un peu à l'image de leur saison régulière, c'est-à-dire irréguliers. Il y a eu du mieux, je suis d'accord, il y a eu mieux à certains moments, et quelque part, quand tu commences la série contre Denver, on leur donnait aucune chance, et ils mènent 3-1 dans la série, notamment parce que Donovan Mitchell est complètement dingue sur ce premier round. Plusieurs matchs à plus de 40 points, un à plus de 50, on va aller chatouiller les Jordan et compagnie au niveau des plus grandes performances individuelles. Et Rudy est bien sérieux aussi. Hein. Le duo est là, hein, le duo de All-Star. Parce que bien Rudy sûr. A fait des énormes matchs. Hein, les premiers matchs contre Nikola Jokic étaient très bons pour punir notamment la défense du Joker. On avait les bons apports en effet de Royce O'Neal ou de Mike Conley et compagnie. On a eu Joe Ingles qui parfois était bien utilisé parce que pendant la saison, notamment dans le coup du rétro, l'utilisation de Joe Ingles, parfois en sortie de banc et parfois en titulaire, ça a été un vrai sujet. Oui, et donc tu mènes 3-1 dans ta série. Plus tâtonné que d'habitude. Bien sûr. Si, c'est sûr. Ouais. Ça deviendra d'ailleurs un point important des discussions qu'on va avoir. Mais tu as cette série où tu mènes 3-1 contre Denver, où on se dit putain, ils vont quand même pas te choquer ça, et tu te fais rattraper, comme ça arrive en play-off, 4-3 par une équipe de Denver qui trouve ses bons ajustements, Mike Malone, qui montre notamment à Quinn Snyder qu'au jeu de déplacer les pièces sur l'échiquier, il avait un peu plus le nez fin sur cette série.
Exactement, et puis peut-être aussi que tout simplement il avait peut-être un effectif avec une profondeur légèrement supérieure, peut-être avec des stars, notamment Jokic et Murray qui avaient déjà vécu d'autres choses en playoff et qui étaient un peu plus prêts. Et voilà, on parlera de Denver de toute façon après, mais j'ai trouvé cette bulle et les playoffs qui ont été dans la continuité finalement assez à l'image de ce qu'on avait vu en régulière avant la suspension. Ouais, Du très très bon et derrière, Ouais. là, tu fais non. Fait chier le Jazz. Et je pense que les fans en premier de Utah ont vécu une saison, je pense on peut dire à l'extrême opposé de leurs attentes, quoi. C'est-à-dire c'est pas les attentes dans le résultat. Je pense qu'ils étaient contents en effet d'être bien classés à l'ouest, même s'ils pouvaient attendre mieux. Mais je pense qu'il y a un an, quand on faisait les previews, il y avait une vraie hype autour de Utah et on se disait ok, ça va vite. Putain, ils ont quand même récupéré Bogdanovic et Mike Conley. C'est quand même les vainqueurs de l'intersaison 2020. Alex, on parlait comme ça. Hein. Ah non, mais grave. On parlait comme ça. Mais bien sûr qu'on en parlait comme ça. On était fans. On disait, ouais. Ed Davis. Les petits soucis en défense qu'ils avaient. Mais là, Mike Conley, il va pouvoir trop soulager Donovan. Et si Moutier est formé. Le spacing de Boyan et tout. Non, ça, j'ai pas dit ça. Moutier. Si, on l'a dit. On a dit que Moutier en troisième option. Si, tu l'as dit. Allez revoir. Il a dit que Moutier pouvait être titulaire, Alex. Non, mais évidemment, on a parlé de tous ces joueurs qui, dans un effectif pareil, avec le bon centre de formation de Utah, pouvaient régaler. Bon, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. C'est un coup dans le rétro qui est assez. Moi, ça me fait soupirer, quoi, pour le Jazz. Ça fait soupirer. Et en même temps, Utah a renforcé sa position parmi les équipes qui sont sérieuses à l'Ouest. Encore une fois, dans une saison pas facile et tout, ils sont là. Maintenant, c'est toutes les questions qu'on va certainement se poser tout au long de cette preview. C'est comment tu fais pour que ça soit mieux? Comment tu fais pour passer des caps? Est-ce que ça commencerait pas déjà par un petit recrutement, par exemple, hein, au hasard? Est-ce qu'on reviendrait pas ça par hasard dans le marché de l'automne? Le marché de l'automne, vous le savez, dans cette section, on montre le gros tableau. Le gros tableau de la grosse silencière. Ils s'en vont, Emmanuel Mudiay, dis donc. Alors comme ça, il a pas fait son trou. Utah n'a jamais compris le potentiel de ce garçon, ni les Knicks, ni les peut-être Guangdong, on verra s'ils peuvent y jouer là-bas avec Emmanuel Mudiay. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que tu as récupéré Derek Favors, ancien de la baraque, qui revient après une petite année du côté de New Orleans. Tu as récupéré récemment Shaquille Harrison, que les Bulls ont laissé et qui pourra t'amener quelques belles missions défensives. C'est vrai. Et ce sont surtout les prolongations qui font le gros de la discussion à Salt Lake City. Donovan Mitchell, Money in the Bank et Jordan Clarkson, bien. Ok, c'est très bien. J'étais en train de regarder, t'as quand même oublié, entre guillemets, dans les départs, Gail Miller. Oui. La famille Miller. Tout à fait. Rapport avec l'indice précédent, donc c'est toujours important, on aime bien dire les proprios et tout. Bah ça change demain. Hein, elle a vendu à, je me rappelle plus du nom du gars, le gars de Qualtrics là. Je me rappelle plus de son nom. Oui. Non, c'est un gros changement. Là, évidemment que la famille Miller. C'est pas rien parce que la famille Miller, ça faisait combien de temps qu'ils tenaient le truc? Ça fait plus de 20 ans. Non, mais c'est des 30 ans même. Ouais, tout à fait. C'est des piliers de Salt Lake City. Je les ai pas mis dedans parce que parfois on met les gros mouvements de management, évidemment. Mais en tout cas, tu gardes quand même. Je le signale. Tout à fait. Tu gardes le même coach, tu gardes le même GM. Tu changes de proprio. Stabilité. Tu changes de proprio, mais tu prends un proprio qui est déjà très investi. Tout à fait. Dans le club. C'est pas le gars qui débarque de n'importe où. Non, c'est un vrai passionné du Utah Jazz à la base. Hein. Ouais, et puis, donc voilà. Puis la famille Miller, ça a été une entreprise familiale où vraiment ils ont voulu garder ça, faire les choses bien comme il faut, et c'était lié à la culture du jazz, sans mauvaise blague. Et donc forcément, la transmission devait se faire dans des mains bien rassurante, ce qui est le cas. Mais en tout cas, quand on vous remonte le marché de l'automne et ce gros tableau, on a été vraiment dans la discrétion. Les deux vrais gros mouvements. Tony Bradley aussi qui est parti. Tout à fait. Mais on a en tout cas dans les prolongations, tu as surtout ce Donovan Mitchell qui est prolongé, full blind. Pactole. Tout à fait. Tu prends tes plus de 160 millions de prolongations qui peuvent monter jusqu'à 193 ou 15 millions si tu deviens All-NBA plusieurs fois. Et Jordan Clarkson. Clarkson avait été récupéré pendant la saison. Et je trouve que le deal qui lui a été donné aux alentours de la 50aine de millions d'années sur plusieurs saisons, je trouve c'est pas mal parce que du coup tu sais qui tu as en sortie de banc sur la durée.
tu le responsabilises, tu lui donnes un vrai contrat pour le garder. C'est ça. Sur ce point-là, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant aussi que Utah ait eu le courage. C'est pour ça que je parlais de Tony Bradley. Tu vois, Tony Bradley, on peut pas dire que ça ait vraiment été une expérience si concluante que ça. Non. Donc du coup, t'as fait revenir Favors, c'est quand même un renfort, c'est quand même pas rien à l'intérieur. On va en parler. Et tu chopes Udoka Azubuike, si je prononce bien son nom, qui est un beau pépère, comme on dit dans le jargon, qui devrait être dans le rôle un peu d'un Tony Bradley, j'imagine. Hein. Bah, en tout cas, oui, c'est sûr qu'il va pas venir pour prendre des shoots à 3 points. C'est un pivot dans la forme du pivot. Ah, on est bien d'accord. Je veux dire, dans le sens où il va prendre les minutes plus ou moins de Tony Bradley derrière Rudy Gobert, quoi, en gros. Quoi. Espérer se développer dans le moule du Jazz avec quelques minutes ici ou là. C'est ça. Donc, du coup, intersaison assez cohérente, à la Jazz. Discrétion. Pas de folie. Enfin, à la Jazz, en tout cas, bien différente de l'été dernier, quoi. Très différente de l'été dernier, mais à la Jazz dans le côté genre pas de folie, continuité, discrétion, et quand même gros pactole sur Donovan Mitchell. J'ai envie de dire pas de surprise, j'ai envie de dire peut-être qu'il faut tout de suite aller voir comment Quinn Snyder peut s'organiser avec tout ça. Oui. Puisque finalement tu te retrouves avec un effectif quand même moi je trouve pas dégueu quoi. Ah non mais c'est évidemment l'effectif qu'on a connu la saison dernière, on va en parler dans une autre section, juste pour développer un tout petit peu quand même sur Donovan Mitchell. Je pense que pour la plupart des fans c'était quand même, on peut discuter autant qu'on veut sur le potentiel de ce garçon ou quoi que ce soit, mais je pense que quand tu es en mars-avril, je pense qu'il y avait beaucoup de fans qui étaient dans l'intrigue et qui voyaient beaucoup de médias dire Donovan Mitchell, il est un peu en bif, comme tu disais tout à l'heure, avec Rudy Gobert, Donovan Mitchell à Los Angeles, Donovan Mitchell ici ou là. Enfin, tu avais ce pressentiment-là. Je pense que le printemps a été particulièrement difficile pour les fans du Jazz. Et quand tu vois le premier tour de play-off de Donovan Mitchell, donc cette espèce de plafond que quelque part tu exploses, parce qu'il avait déjà montré par le passé que c'était un sacré patron pendant les play-offs, mais qui peut te montrer qu'il peut peut-être faire ça aussi en saison régulière. Je pense que ce combo premier tour de play-off plus verrou financier en lui filant ça doit dormir quand même un peu mieux à Salt Lake. Ouais, t'as pas tous les jours des superstars qui passent dans le coin. C'est pas une superstar, mais t'as pas tous les jours des stars qui passent dans le coin. Non, mais même s'ils ont perdu au premier tour, en plus, je trouve que t'as raison d'insister sur le fait que Donovan Mitchell a montré des choses énormes, que le Jazz ne pouvait pas se permettre de ne pas rémunérer, en gros. En gros, le Jazz, ils auraient essayé de négocier un truc un peu en dessous du max, tu vois, pour Donovan Mitchell. Dans l'absolu, sportivement parlant, tu peux te dire ils ont pas tort, franchement, est-ce que tu mets vraiment le max sur Donovan Mitchell et tout, mais dans les faits, dans la réalité de la NBA, quelle autre solution avait Utah, en fait? Ah, bien sûr. Non, mais je suis d'accord. Donc, du coup, je te rejoins complètement là-dessus, c'est une belle prolongation. C'est bien pour l'avenir de la franchise. C'est ça. C'est bien pour rassurer aussi les autres joueurs de l'équipe. Tout à fait. Ils auront Donovan avec eux, quoi. Ton coach, tes autres joueurs, tes fans. Ouais, non, c'est clair. Bon, non, franchement, bien. Le job est fait, en fait, c'est cette ça. intersaison du Jazz. Il existait un verrou, un scénario sur lequel on voyait Donovan Mitchell partir parce que c'était pas le bon marché pour lui, parce que c'est un joueur spectaculaire. Bah, ce scénario, il est gentiment rangé. Et je pense qu'il y a des fans du Jazz qui doivent se dire genre, chez les gros marchés. On a gardé Donovan Mitchell. Donc, à voir évidemment comment ça va se développer. Mais tu as raison, on ne va pas perdre plus de temps. Juste, j'avais oublié le coup d'œil en rétro, ou à moins que tu l'aies mentionné, dans la bulle, il n'y avait pas Bogdanovic. Donc, quelque part, c'est son retour aussi qui va être attendu. Il n'y avait pas Bojan. C'est ça. Donc, c'était une sacrée perte parce qu'il avait fait une belle grosse saison régulièrement. Très, très bonne saison. L'ami Bojan. Tu l'as dit, on va aller rendre visite à Quinn Snyder. Allez, vas-y, Quinn. C'est parti pour le 5 majeur. Le 5 majeur et le point, il est tendu, Alex. Nous avons un meneur, nous avons un arrière, nous avons un ailier, nous avons un ailier fort et nous avons un pivot. Vous le savez, dans cette section, nous devons mettre 5 joueurs sur le terrain au moment de l'entre-deux et Quinn Snyder a des décisions à prendre. On va devoir lui poser la question. Qui sont les verrous, mon cher Quinn, dans ce 5 majeur du Jazz? Il y en a 5? Moi, j'en ai 4. Très bien. Après... peut-être qu'il va y en avoir 5 très vite. Aujourd'hui, moi, j'en ai que 4. Je pense qu'il y a des petites discussions à avoir, mais... Moi, j'en ai 5. Ok. T'as Mike Conley. J'ai Mike Conley à la main. T'as Donovan Mitchell à ses côtés. J'ai Donovan Mitchell en arrière. T'as Rudy Gobert au pivot. J'ai Rudy Gobert en pivot.
T'as Bojan Bogdanovic. En ailier fort. Ouais, voilà, en 3, en 4, en combo. Donc tu le mets en ailier fort. Donc ça veut dire que toi tu mets Joe Ingles titulaire, c'est ça? Non. Ah, tu mets qui? Royce O'Neal. Moi je trouve qu'il y a débat. Mais entre Royce O'Neal et Joe Ingles. Bien sûr, mais j'aime beaucoup le profil Royce O'Neal. Mais je dis, si demain Quinn Snyder nous démarre la saison avec Joe Ingles titulaire et Royce O'Neal qui sort du banc, je taperai pas des scandales. Moi non plus. Pareil inversement. Ah ouais, tout à fait. Oui, c'est ça que je veux dire. Oui, tout à fait. Tu peux avoir un petit débat. J'ai l'impression, vu qu'il a joué une majeure partie de sa saison précédente en titulaire, qu'il va récupérer ce rôle-là parce que ça fit tellement bien avec les gars et que Joe Ingles, à mon avis, il y a eu une adaptation à laquelle il était peut-être pas forcément prêt et qui était assez inattendu de devoir gérer un petit peu le second unit. Ouais. Et que là, par contre, Joe Ingles. Moi, je veux bien Joe Ingles avec Derek Favors en sortie de banc, pick and roll. Avec Jordan Clarkson, évidemment. Mais tu vois, ça fait 3 joueurs pour animer la seconde unit, c'est pas mal. Hein. Tout à fait. Alors qu'un Royce O'Neal dans le deuxième 5, j'ai l'impression que ça fit moins avec les besoins. Mais ça s'entend. Ça s'entend. Ah non, mais je te rejoins. Moi je te rejoins sur le côté. Mon 5 perso, c'est avec Royce O'Neal. Pourquoi? Parce qu'il a le côté 3&D. Ah ouais. Il a le côté entre Bojan qui fait bien plus d'efforts défensifs que ce qu'on veut bien dire, quand même. Et Donovan qui, moi, pour le coup, je trouve devrait faire un peu plus d'efforts défensifs, mais en même temps il donne tellement en attaque que voilà, je comprends. Mettre un Royce O'Neal au milieu de ça, c'est vachement intéressant. Il amène dureté. Si c'est un gros 3, un gros 2 en face, il prend Royce O'Neal, c'est lui qui s'en occupe. Et il rentre ses tirs à 3 points. Et il met ses tirs à 3 points de plus en plus. Il sait se placer, il fait pas chier. Enfin, en fait, si Mike Conley est au niveau de monsieur Mike Conley, le Mike Conley qu'on a connu à Memphis, qu'on a vu un peu dans la bulle, le rôle et qu'on a vu un peu dans la bulle, le rôle de Royce O'Neal est juste parfait. Ouais, c'est ça. Il défend, il met des 3, il joue dur, il amène du hustle, il décharge Donovan Mitchell de certaines grosses missions défensives. Que demande le peuple? Ah non, mais exactement. C'est-à-dire que Joe Ingles, il avait avant, il avait un rôle chez les titulaires qui était même beaucoup trop grand pour lui. C'est-à-dire que tu disais hello. En playoff, on avait vu des séries face aux Rockets où le deuxième meilleur ball handler. Tout à fait. Non, mais ça, c'était face au Thunder. Ouais. Tout à fait. Mais le deuxième meilleur ball handler de Utah derrière Donovan Mitchell, c'était Joe Ingles. Donc, combien on voyait de pick and roll et de pick and roll et de pick and roll Joe Ingles, Rudy Gobert. Et tu disais, bon, bah, excusez-moi pour votre plafond. Là, comme tu le dis, Mike Conley, il est présent s'il est à son niveau. Tu as Mike Conley et Donovan Mitchell, balle en main à la création. Tu peux avoir Bojan Bogdanovic qui peut jouer au poste ou en pick and roll ou en pick and pop, il n'y a pas de problème. Rudy Gobert toujours pour les alley-oops. Le 5 est très bien aéré, capable de faire beaucoup de choses. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et mine de rien, quand on fait du poste par poste, bon, derrière Mike Conley, on peut dire qu'on aimerait bien un profil un peu plus meneur-meneur que celui de Jordan Clarkson qui va être le ball handler en sortie de banc. En fait, Jordan Clarkson, il est derrière Mike Conley et Donovan Mitchell, entre guillemets. C'est quoi, ça. Tu le mets à côté de l'un ou de l'autre et tout, tu bricoles. Quoi. Ouais. Mais dans tous les cas, Jordan Clarkson ne va pas se transformer en meneur gestionnaire. Non. Quand il rentre, il faut lui mettre la balle dans les mains. Et puis il faut qu'il aille au cercle, il score, il shoot. Ouais. Et c'est parfait pour le Jazz. Oui. C'est pour ça qu'ils le payent d'ailleurs. Tout à fait. Ils vont essayer de voir juste sur les secteurs extérieurs si des profils à la Shaquille Harrison ou Nigel Williams-Goss peuvent essayer d'apporter sur une extérieure, que ce soit défensivement, offensivement. Mais bon, c'est pas non plus la folie. On aurait bien aimé peut-être Alex un petit meneur en plus. Il faut voir ce que Shaquille Harrison va pouvoir donner sur les ailes avec Clarkson, mais c'est pas non plus le plus fou, quoi. Bah, on va voir. Shaquille Harrison, est-ce qu'il est tellement plus gestionnaire que Jordan Clarkson Non, évidemment, c'est Clarkson qui va devoir gérer. Hein. Voilà. Donc, du coup, moi, je pense que c'est plus une histoire de le jeu du Jazz va se modifier à partir du moment où Clarkson rentre, comme on l'a vu l'année dernière, et c'était pas si mal. Et c'est là où j'aime bien d'avoir Joe Ingles à côté de lui en seconde unit. Ouais. Parce que Joe Ingles, il est crafty, il joue moins vite, il joue un peu plus posé, puis en même temps, il accélère un coup, puis de temps en temps, il peut avoir la balle en main, mais il joue extrêmement bien off-ball et tout. Donc, je trouve qu'il est assez complémentaire, en fait, de Jordan Clarkson. Ah oui, non, c'est très très propre. Hein. C'est une paire qui est assez intéressante. Même George Niang, qu'on a vu qui faisait une bande assez marrante, en fait, le duo George Niang avec Jordan Clarkson, parfois en sortie de banc, quand ils étaient avec Tony Bradley, et qu'ils avaient eu certains matchs assez intéressants. Je m'en souviens d'un, notamment à Orlando, où on se disait habituellement, putain, le 5 du Jazz sort, c'est une horreur. Mais là, les remplaçants
faisait des progrès, donc ce sera grave intéressant à surveiller. Mioni, Udoka Azubuike, comme tu en parlais, et surtout après, Derek Favors. Favors, c'est plus, je pense, va plus être utilisé en remplaçant de Gobert aussi pas mal avec des belles minutes. Bien sûr. Peut-être parfois un peu à côté de Gobert, mais aussi surtout en pivot. Ouais, c'est sûr. Je pense, t'es d'accord. Bah, Donc, c'est pour ça que je disais, Azubuike, il va pas avoir non plus tellement de minutes du coup. Non, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques années, tu avais la paire intérieure Favors-Gobert, et qu'aujourd'hui, dans la NBA actuelle, tu dis arrêtez vos conneries. S'il y a des géants qui passent, pourquoi pas, mais sinon, en fait, c'est limite un des 5 qui peut être à surveiller parce que Rudy a un profil très particulier. Et ça, on va en reparler dans d'autres sections, mais par rapport aux autres pivots qui existent dans la NBA actuelle, il a forcément un profil assez old school, assez spécial. Favors, sans être non plus la version la plus moderne de l'histoire des pivots, peut apporter quelque chose de différent. Je ne serais pas étonné qu'il puisse y avoir des 5 dans des moments importants où tu as Favors et Bogdanovic sur les postes 5-4. Ça peut arriver. Je suis d'accord, ça peut arriver. En tout cas, ce qui est assez intéressant pour le Jazz dans le fait de récupérer Favors, c'est qu'il t'amène... C'est pas un si mauvais défenseur que ça. Attention, le Favors. C'est correct. Mais c'est pas Rudy Gobert. Tout à fait. C'est pas la même menace. Mais pour c'est le mieux mec qui qu'Ed va Davis. faire un drive. Et voilà, on est d'accord. Par contre, Favors, il amène un truc qui peut servir au Jazz, et on l'a vu notamment contre Denver. C'est qu'il y a eu des moments où quand ça commençait à bien défendre, en l'absence de Bojan, attention, mais où Donovan commençait à être un peu en galère et il pouvait pas tout faire, pouvoir filer la balle au poste à un mec comme Favors, qui est compliqué à défendre et qui peut te mettre 2 points sur un peu n'importe qui, c'est bien pratique. Bien sûr, ça c'est clair. Et ça, Rudy n'apporte pas ça. Non, c'est clair. Des options pour Quinn Snyder, il y en a plein. Il y a un groupe qu'il connaît vachement bien puisqu'on est dans la continuité, vous l'avez vu avec le marché de l'automne. Tu sais en gros quels sont les systèmes que tu vas devoir mettre en place. Quinn Snyder, il sait comment ça démarre dès il y a quelques jours au camp d'entraînement et dès là le début de saison fin décembre. Les joueurs se connaissent là. Tout le monde se connaît. Tu te retrouves. Favors, il arrive, en fait c'est un ancien de la maison de toute façon, donc on s'occupe juste de savoir si vous avez tous nettoyé vos mains et personne ne touche les micros, et une fois que ça c'est géré, on peut démarrer la saison. Exactement. Et justement, mon cher Alex, si je dis pas de bêtises, on va devoir se poser une grosse question. Allez, Pregunta, c'est parti. C'est l'heure de la question de la mort. J'étais obligé. Jolie photo. Je suis désolé, mais quand on met la question de la mort, pardon, excusez-moi. La question de la mort pour le Jazz. Nous avons une équipe qui, dans la façon dont elle a opéré sur cette courte intersaison, a été dans la continuité. Et il y a des jeunes qui peuvent se développer, certes, mais on n'a pas fait de grands mouvements, comme tu l'as dit. On est dans du Jazz, c'est-à-dire pas de grande folie. Mais c'est pas comme si Utah s'était pointé la saison dernière comme un prétendant au titre incroyable, et dans la bulle nous a montré qu'il y avait des capacités à aller chercher le titre. Est-ce qu'une équipe comme le Jazz peut démarrer avec beaucoup d'ambition cette saison, sachant qu'ils ont été dans la continuité Défini, beaucoup d'ambition. Ce qui s'est passé la dernière. 30 prévus en 30 jours. On était tous sans masque là et on se disait Utah, top 4 à l'ouest, franchement leur 5 majeur il est carré, ils ont Bogdanovic et Conley, je les vois bien être devant Portland, devant Denver, devant machin et devant truc. Utah vise ça, Utah vise pas la 6ème place. Oui, est-ce que Utah vise pas, le top 4 bien sûr, mais est-ce que Utah vise pas aussi une finale de conf, enfin tu vois un truc vraiment nouveau en playoff aussi? Ah mais si t'es Utah, quand tu vois ce que Portland a fait il y a 1 an et demi en playoff, quand tu vois ce que Denver a fait 1 an et demi en playoff, tu fais c'est à notre tour. On doit aller en finale de conf. Et on doit là la vraie ambition. Ah bah bien sûr. Mais est-ce que tu peux? Et voilà. Toute la question, c'est est-ce qu'avec cette stratégie qui a été faite là cet été de continuité, est-ce que ça va être suffisant en fait? Est-ce que tu peux décemment espérer pouvoir être assimilé à un contender dans cette conférence Ouest, on le rappelle, parce que là on rentre vraiment dans la partie Ouest un petit peu sauvage, c'est une jungle. Est-ce que ce Jazz, Mike Conley plus Donovan Mitchell plus Bojan Bogdanovic plus Royce O'Neal, Rudy Gobert avec un banc quand même pas dégueu, coaché par Quinn Snyder, un coach que l'on sait très capable, est-ce que ce Jazz peut regarder le droit? Est-ce que, en gros, s'il y a un Clippers Jazz en mid-conf la saison prochaine, est-ce qu'on est là en disant bon, le Jazz s'ils en prennent un c'est bien,
Ou est-ce qu'on est là en train de dire « Ouh, les Clippers sont dans la merde ». Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'entends. C'est pas pareil. Et c'est pour ça que le comparo, je citais pas Portland ou Denver pour rien, ce sont des équipes où quand on regardait les dernières années, on se disait « Bon, ils ont été dans la continuité, est-ce qu'ils sont capables de se dire finale de conférence, etc. » Sauf que, il y avait une large différence, et c'est là que ça va être intéressant à regarder cette saison, c'est que je pense, Alex, on est d'accord, Denver démarre n'importe quelle saison, ils se disent « On a un candidat au MVP dans notre effectif. » On a un mec qu'on est capable d'avoir. C'est pas le cas du Jazz. Et c'est pas le cas du Jazz. C'est pas le cas du Jazz. Et c'est le cas à Portland, et c'est le cas à Denver. Tu démarres n'importe quelle saison et tu te dis, on a une superstar qu'on peut essayer de bien entourer avec de la continuité, mais autour d'un Jokic, on peut avoir des gars qui essayent de s'élever, et si ça clique, eh ben on peut faire des dingueries comme lors des derniers playoffs. À Utah, en l'état, je pense pas que tu puisses démarrer la saison en te disant, bon, nous avons un candidat MVP dans notre effectif et nous visons la finale de conférence. Par contre, il y a de la marge de progression. Ouais. Même dans la continuité, je veux dire. Parce que, comme tu l'as si bien dit toi-même, Bojan Bogdanovic n'était pas là dans la bulle et pas là au premier tour de playoff contre Denver. J'aurais bien voulu voir ce qu'aurait donné ce premier tour de playoff avec Bojan. Bien sûr. Mike Conley Année 2. a fait sa première saison au Jazz et l'une de ses moins bonnes depuis 10 piges. Bien sûr. Voilà. Suspension qui les a pas forcément aidés. Joe Ingles qui doit trouver son rôle sur le banc. Il y a des raisons, il y a des marges de progression, il y a des raisons d'espérer jouer mieux. Bien sûr. Donc ça déjà, tu vois, tu me demandais est-ce que le Utah peut y croire à devenir un vrai gros contender? Oui, c'est possible. Le souci qu'ils ont, et tu l'as très bien dit par rapport à Portland, Denver, évidemment les Los Angeles et les grosses écuries genre Phoenix ou quoi. Elle était bien, non? Elle était bien placée celle-là, non? Ça passe. Utah n'a pas, a priori, hein, sauf si Donovan Mitchell débarque la saison prochaine en 30 points, 8 passes. C'est toute la question. N'a pas, a priori, un vrai candidat MVP dans son effectif, et donc ça doit passer par le groupe, par le collectif. Ouais. Et ça doit être un travail à la Spurs. À la Miami. Un travail à la Miami. Miami, tout à fait. c'est l'exemple que j'allais sortir. C'est Miami, qu'il y a très bon exemple. Il y a peut-être des gens qui vont nous regarder et dire les gars, quand est-ce que vous pouvez sortir cette phrase alors que le Heat, sans un candidat au MVP, est allé jusqu'au final NBA? J'appuie juste sur pause. Je comprends le comparo. T'es dans la conférence Est. Merci. À l'Est. Tu es à l'Est. Donc déjà... À l'Est. Tout à L'Est, fait. c'est pas l'Ouest. C'est pas tout à fait la même conférence. Donc déjà... Tu peux pas trop utiliser le même modèle parce que à l'Ouest tu vas te taper des écuries de grands malades et tu peux pas te permettre de faire ça. Et s'il y en a qui commencent à nous sortir des Spurs, bah en fait t'avais du Hall of Famer lockdown en fait tous les soirs sur le terrain. Ce qui n'est pas encore le cas d'Utah, à moins qu'il y ait des gens qui peuvent nous dire des choses tout de suite et le contraire. Avec Utah aujourd'hui, en effet j'ai l'impression que tu attends de pied ferme de voir s'il existe encore un cap qui peut être passé par Donovan Mitchell. C'est-à-dire, est-ce que Donovan Mitchell, quand demain, Alex, nous, on se ramène là, et je propose aux gens de jouer à ce jeu-là, par exemple. C'est en train de regarder la preview, on se dit, Alex, nous, on est posé tranquille, tequila, Heineken, et on se dit, tiens, classons les meilleurs arrières au monde. Dis-moi, au bout de combien de secondes Donovan Mitchell te vient à la tête? Ah, de secondes, je sais pas, tu mets combien de secondes par joueur avant lui? Donc on parle en minutes. Ce que je veux dire par là, c'est, on a commencé à dire, ok, James Harden, ok, Bradley Beal. Ok, machin et machin. Il y en a qui vont arriver. Klay Thompson quand il est pas blessé. Il y a un an et demi, on a dit, tiens, Victor Oladipo, etc. Quand est-ce que Donovan Mitchell et Devin Booker, quand est-ce que un gars comme Donovan Mitchell débarque et dit, les gars, moi je suis là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Alex, on est d'accord, tu prends Devin Booker ou tu prends Donovan Mitchell? Alors, moi je prends Booker. Ok, mais je continue juste. Je peux pas comprendre qu'on puisse pas prendre Booker, mais c'est pas peut-être je suis pas peut-être je suis pas partial. D'accord. Je suis pas impartial, pardon. J'entends bien, mais tu prends Devin Booker ou tu prends Donovan Mitchell, on est d'accord. Tu prends Bradley Beal ou tu prends Donovan Mitchell? Oh non, Bradley Beal. Bon, très bien. Et je pense qu'il existe une liste comme ça que Donovan Mitchell doit réduire en fait. Parce que c'est celui qui a le plus de talent et qui vient de montrer sur un tour de playoff que mais Gary Harris ou qui que ce soit, je m'en fous, je peux la mettre à tout le monde. Et l'interrogation que j'ai, c'est comment est-ce que ce garçon peut exploser si on est dans un Jazz qui reste encore beaucoup dans un modèle qu'ils sont en train d'essayer de définir entre soit hyper ultra exécution sur le terrain ou donner de plus en plus de liberté à notre meilleur joueur. Bah en fait, il a aussi besoin d'autre chose aussi, Donovan Mitchell, parce que là on vient de faire quand même, pas devant Booker, pas devant Bradley Beal. Tu vois ce qu'a fait Bradley Beal à un moment là, Bradley Beal, il y a à peu près 2 ans, il y a eu une explosion. Il y a eu un moment
On était là, John Wall ou pas John Wall, on était là, fuck. genre, attends, Ouais, trop Bradley fort. Beal, mais c'est Trop un fort. délire, quoi, tu vois. Là, on a eu un peu ça avec Donovan Mitchell, faut le reconnaître, au premier tour de playoff. On avait déjà eu des très bonnes choses de Donovan Mitchell, mais là, au premier tour de playoff, même si le Jazz a été éliminé, on a quand même pris plein les mirettes de Donovan Mitchell. Et là où il a peut-être besoin aussi de se faire aider à passer un cap, c'est-à-dire que si t'as Bojan qui est là, que tout le monde est en forme, et que Mike Conley joue vraiment comme doit jouer le Mike Conley qu'on connaît, peut-être que Denver peut pas revenir. Et que du coup, ces énormes perfs de Donovan Mitchell ont une toute autre valeur et un tout autre impact, parce qu'en fait, t'as fumé Denver. Bah, bien sûr. Là, le problème aussi pour Donovan, c'est qu'on a, il a été énorme, c'était des dingueries dans la défaite, tu vois. On a toujours le même truc, quoi. Genre au final, ils ont perdu, ils ont choke, il a pas été bon au Game 7, et ainsi de suite, tu vois. Du coup, il y a aussi ça qui lui manque à Donovan Mitchell. Il lui manque, parce qu'il est encore jeune, c'est bien de faire des dingueries, c'est mieux de tirer l'équipe vers le haut, et ça serait encore mieux pour lui si il pouvait avoir autour de lui un peu de stabilité qui lui permette de gagner d'un point de vue collectif. Bien sûr. Ce qui est le cas, hein. On lui met de la stabilité là avec des mecs qui sont prêts à travailler pour lui. Hein. Et quelque part, peut-être qu'on attend aussi énormément de Donovan Avec Mitchell. des résultats, quoi. Tout Ouais, à c'est ça fait. que je voulais dire. Peut-être aussi qu'on attend énormément d'un joueur qui n'a que 24 ans et qu'on se dit wow, après ce qu'il nous a montré en tout début de carrière où sa saison rookie a été tellement énorme qu'on a attendu aussi beaucoup de Donovan Mitchell. Je veux dire, il y en a, je pense qu'ils se disent Donovan Mitchell, il est en NBA depuis 7 ans. Enfin, tu vois, il y a un peu ce sentiment-là. Parce qu'en fait, quand tu le vois jouer, tu te dis merde, alors qu'il est pourtant. Il était dans la discussion avec Jason Tatum pour le titre de rookie de l'année notamment et qu'il y avait tout ce débat avec sa QV. Et puis de la régularité. De la régularité, Parce je suis que d'accord. Bradley Beal, le cap qu'il a passé, c'est la régularité notamment. Oui. Le cap que Jaylen Brown est en train de passer, ou que Jason Tatum a déjà passé, c'est un peu le cap de la régularité aussi. Bien sûr. Même chose pour Booker. Ah Tu vois. oui, bah c'était ce qui leur a Régularité. permis de changer leur image, bien sûr. La question que je me pose, Alex, c'est, parce que je regardais là en même temps deux, trois statistiques, notamment que j'avais sous les yeux. Dis-moi. On a Rudy Gobert qui va essayer de faire le boulot, mais qui va être aussi dans une situation contractuelle particulière cette saison. Ah bah contractière hein, pour Rudy. Hein. Ah bah... Ça peut devenir un sujet, mais je pense que ça va être assez bien géré par le Jazz parce qu'ils ont toujours été bons là-dessus. Utah, ils vont payer ça, non? Utah, je pense qu'ils vont payer. On verra combien. En tout cas, je vois pas le truc qui devient un sujet genre chiant. Il existe un scénario dans lequel... Je vois pas de scénario dans lequel Utah le transfère en cours de saison. Oh, ça serait Incroyable. extrêmement incroyable. Faut jamais dire jamais hein, dans cette NBA, hein, par contre. Et en même temps, j'allais dire, est-ce que la cote de Rudy sera plus haute? Oui, ça c'est une vraie question. Mais qu'est-ce que tu récupères pour quand t'es le Jazz? Ah bah tu peux récupérer des Rudy saletés. Gobert, c'est un joueur trop bien pour toi. Tout à fait, mais tu peux aussi récupérer encore... Je Je me veux bien demande- voir, tu vois. Je veux bien voir. Je me demande quelle est la cote de Rudy sur le marché. Est-ce que Utah serait capable de sniffer en échange de Rudy Gobert? Parce que je pense qu'il y a des franchises qui se craqueraient pour Rudy. C'est no disrespect envers Gobert, hein, qui est incroyable comme joueur. Mais juste, sa cote aujourd'hui, elle est énorme parce qu'on lui colle cette étiquette de double défenseur de l'année, qui est Il le dans son pilier prime. défensif. Il est dans son Il est dans prime. son prime, il a 28 ans. Il y a des franchises qui se disent, tu colles ça dans mon effectif. Ah putain, peut-être qu'il peut se passer des dingueries. Ils peuvent se passer des dingueries. Je pense qu'aujourd'hui, tu vas aller voir justement les poteaux de Washington et tu leur fais tiens, essayez de vous démerder. Là maintenant, on vous met Bradley Beal avec un Westbrook et peut-être un Gobert qui peut essayer de se démerder avec vous à l'intérieur. Tu tousses Ils vont différemment. te donner quoi? Ils vont te donner quoi par contre le Jazz? À quel moment le Jazz peut être intéressé par ce genre de trade en fait, tu vois? Donc c'est pour ça C'est que ça que je voulais dire. évidemment, c'est pour ça que j'improvise totalement et que les franchises dont on a parlé, c'était avant que Tristan Thompson arrive. Ça parlait de Boston, par exemple. On avait parlé des Warriors. Il y avait des équipes comme ça qui pouvaient peut-être s'intéresser à ce genre de profil. Je pense en effet que il est bien dans cette franchise, mais que ça peut représenter un sujet si le Jazz n'a pas une communication claire autour du dossier Gobert très tôt dans la saison. C'est possible. C'est possible. C'est possible, mais je... Parce que cette affaire de micro et de masque, Alex, en mars dernier, ça... Ouais, mais tu vois, c'est tout à fait possible. Ça va être à eux. Ils ont un truc à gérer. Là, ils viennent de prolonger au max Donovan Mitchell. Maintenant, il y a qu'est-ce que tu fais avec le deuxième All-Star de l'équipe, en gros, avec le double défenseur de l'année. C'est pas... On parle pas de genre juste un bon pivot français, quoi. Ah, non. On parle pas de juste un bon pivot français, quoi. Il était All-Star la On semaine parle- dernière, les frérots. On parle de peut-être le joueur le plus dissuasif de la ligue. Alors oui, on se fout de sa gueule, et puis les mecs aiment bien switcher, et puis il a un peu de mal dans le périmètre sur certains extérieurs. indéniable. Oui,
Il s'est fait exposer par plusieurs joueurs extérieurs. Oui, c'est oui, c'est vrai. À côté de ça, il a aussi montré. Est-ce que c'est pas Rudy Gobert qui a donné le plus de fil à retordre à Nikola Jokic? Avec Dwight Howard aussi, mais Rudy Gobert, tu vois, il a montré aussi qu'il pouvait être. Tu vois, est une vraie âme du jeu du Jazz. Bien sûr, et puis. Quel joueur le Jazz va pouvoir ramener qui sera All-Star et qui sera prêt comme ça à y laisser un bras pour que l'équipe gagne? Je suis d'accord, c'est pour ça que, comme je l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de scénar selon moi. Ce que je pense simplement, c'est que la situation contractuelle de Rudy, elle est celle qu'elle est, et qu'il y a des gens aujourd'hui qui se demandent quelles vont être les demandes du côté de Gobert et de son camp, et quelles vont être les sous que vont être capables de mettre le Jazz. Parce qu'aujourd'hui, tu le sais comme moi, si tu mets le max sur Donovan Mitchell, et si tu mets le max sur Rudy Gobert, tu discutes comment encore dans un an là, hein? Quand on va voir qu'en fait il y a un max sur Jamal Murray et sur Nikola Jokic et qu'on va faire Alex, tu prends quel combo? Et moi je sais quel combo je prends, hein. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans cette preview qui savent quel combo ils prennent. Bien sûr, mais le salaire max est devenu un problème pour tous avec ce CBA et pour pas mal de marchés. Il y a trop d'équipes qui ont 2 joueurs au max et qui sont un peu coincés avec ça. Hein, voilà, après chacun fait ses choix. Tout va tellement vite en NBA que est-ce qu'on peut pas aussi avoir un cas de figure où c'est pas forcément le Jazz qui ne veut plus ou ne veut pas payer Rudy Gobert comme il faut, mais ce sont d'autres équipes qui, voyant que ça traînasse un tout petit peu entre le Jazz et Rudy, se pointent. Allô? Évidemment. Oui. Allô Salt Lake City? Allô Moulin Rouge? Bonjour. Nous sommes les Raptors. Ouais, bien sûr. Ouais, et en fait, nous sommes très intéressés par. We are very delighted by chocolat montre parce qu'en fait, on trouve que Pascal Siakam plus Rudy Gobert avec Van Vliet, ça donne un truc pas trop dégueu en fait. Bien sûr. Do you want Lauri? Non, c'est sûr. Non, mais tu vois. Non, mais bien sûr. Il y a des franchises qui vont se positionner sur Gobert, c'est indéniable. Il y a juste un garçon, parce que j'essaie évidemment de garder le chrono sur la preview, mais elle est complète. C'est ça qui est bien aussi avec le Jazz, c'est qu'il y a plein d'interrogations sur la saison à venir. Il y a juste un garçon dont on a. Enfin, un monsieur dont on n'a pas trop prononcé le mot. Et moi, je vais aussi pas mal l'avoir dans le viseur, c'est monsieur Quinn Snyder. À partir de quel moment aussi on commence à dire, bon, Terry Stotts, il a emmené ses casseroles en finale de conférence. Mike Malone, il l'a fait aussi. Il y a des gars qui sont en train de pousser à l'ouest. Non, mais attends, ce que je veux dire par là, c'est que la saison où Terry Stotts va en finale de conférence avec ses gars, c'est un bel effectif, mais qui les annonce en finale de conf? L'année où Denver va en finale de conf avec Mike Malone, qui dit qu'ils vont y aller en finale de conf? Je pense personne. Donc évidemment, c'est une punchline. Mais aujourd'hui, je pense que la plupart des gens se disent Quinn Snyder, c'est quoi le next step en fait? Tu peux avoir un questionnement autour de Quinn Snyder et peut y avoir le Jazz qui commence à se dire, bon, mince, est-ce qu'avec nos 2 All-Stars, là, il ne faudrait pas un autre coach pour travailler différemment? C'est une vraie question que je pose. Pour passer un cap en termes tactiques, même si Quinn Snyder, je trouve que c'est un excellent coach. Après, tu vois, le choke là, face à Denver, je pense qu'il n'y est pas pour rien, Quinn Snyder. Ah, mais je pense qu'il a raté pas mal de coches et que là où Mike Malone a pris cher en début de série, Mike Malone a réussi à s'adapter. Quand Mike Malone a un peu repris la main, Quinn Snyder a été incapable de proposer quelque chose qui change. Je suis d'accord, il y a ça, il y a un moment où on n'arrête pas de se dire tiens, l'intégration de Mike Conley, tiens, comment ça se passe avec Joe Ingles en sortie de banc, etc. Après, le rôle de Jordan Clarkson a été bien utilisé par Quinn Snyder. L'idée, c'est pas de dire que c'est tout noir ou tout blanc avec lui, c'est un bon coach, mais qui est là depuis longtemps. Et aussi, comme on l'a vu récemment en NBA, salut Kenny Atkinson, il y a aussi des coachs qui sont très très bons pour remettre des bases et une fondation dans une franchise, mais quand est-ce que tu passes le next step? Je pense que Utah n'a pas envie, avec ce nouveau proprio, même avec le même management, de se dire super, on a ces gars-là et on va toujours se servir de punching bag au premier ou au second tour des playoffs. Parfois ça peut passer par un nouvel entraîneur. Je pense que cette régulière et on l'espère pour le Jazz, les playoffs qui suivront vont être très, très décisifs pour Quinn Snyder. Je suis bien d'accord. Dites-nous justement, les fans du Jazz, ce que vous pensez de Quinn Snyder et de cette grande question de la mort, à la fois le dossier Gobert et ce côté contender, oui ou non, à suivre. Alex, si je ne dis pas de bêtises, nous avons un trophée du peuple à devoir décerner. Allez, un golden à Gérard. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Le backflip, Alex, c'est très propre. Il n'y a pas beaucoup de marge, mais ça passe. Exactement. Comme le Jazz. Vous le savez, dans le Gérard d'or, on doit décerner ce trophée
à un joueur qui va nous faire cliquer sur cette formidable équipe de Utah. Vous pouvez aussi participer à cette grande cérémonie des Awards. Alex, qui sera ton Gérard d'or à Utah cette saison ? Monsieur Michael Alex Conley Jr. Ou comme on l'appelle plus souvent, Mike Conley Jr. Mike Conley. Conley. Voilà. Ouais. Con. Vas-y. Bah, grosse déception pour moi sa saison dernière. On en a parlé dans le coup d'œil dans le rétro, on en a parlé dans la rotation, on en a parlé dans le marché de l'été, on en a parlé dans la question de la mort. C'est ouf. Voilà. On s'attendait à un feat beaucoup plus évident entre Mike Conley et Utah. Oui. Mike Conley sortait de plusieurs grosses saisons avec les Grizzlies, mais les 3 dernières vraiment, enfin, surtout là, les 2 dernières, je crois qu'il y en a une où il est blessé, il faudra regarder les stats exactes, mais où il y a un peu de blessure et tout, mais dans l'ensemble vraiment, en tout cas la dernière juste avant, il est à 21 points, il y a plus de 6 passes, il y a des bons pourcentages au tir, il y a de la défense maligne, il y a vraiment de l'expérience, enfin c'est vraiment le vétéran dont moi j'adore le profil à côté de Donovan Mitchell. Je trouve ça vraiment hyper complémentaire, hyper intéressant et tout. Ça n'a pas si bien marché que ça, clairement, la saison dernière. C'était un peu mieux pendant la bulle. Donc je le prends en Gérard d'or, là, parce que plusieurs facteurs. Donc, ce que je viens de dire là, plus contractière. Ça y est. Alors. Elle a combien celle-là, juste ? Il va jamais être... Oh, Alex. Pour les gens qui sont en train de faire la vaisselle et qui veulent... Alex. On n'a pas le droit de dire que c'est 34 millions cette année, Mike Conley. Ah oui. Contrat de 5 ans filé par Memphis, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Le Jazz le savait en le prenant. Au-delà de l'argent, il est en contractière. Il a 32, 33 ans, notre ami Mike Conley. Oui, c'est ça, 33 ans, là, je l'ai, là. Il peut encore aller chercher un contrat sérieux. Encore faudrait-il pour ça qu'il montre sa valeur, qu'il prouve. Et moi, je trouve que s'il y a bien un truc qui peut faire passer le cap au Jazz, c'est de retrouver un Mike Conley, peut-être pas le Mike Conley de Memphis exactement, mais tu sais, le Mike Conley tout propre, à 18 points, qui force jamais rien, qui rentre les tirs qu'il faut, qui pique le ballon qu'il faut, qui défend bien, qui distribue. Enfin, le Mike Conley qu'on attendait l'année dernière, peut-être qu'en année 2, on va le retrouver. Et à ce moment-là, peut-être qu'on va se regarder, toi et moi, dans 4 mois, là, autour d'un apéro, qu'on va se dire « Bordel de merde !» T'as vu le Jazz, 2e à l'Ouest, là ? Ouais, il aura fallu un an. Voilà. T'as vu comme ça force jamais rien, mais comme maintenant, au bout d'un an, en fait, voilà, comment c'est huilé, ça joue bien, quoi. Ah, tu vois, genre, comme on réussit à faire des équipes comme Toronto, comme Denver, comme Boston, à avoir un vrai jeu huilé autour de plusieurs joueurs forts. Donc, du coup, je prends Mike Conley en Golden Gérard parce que, en fait, je pense que c'est lui qui a la plus grosse clé de la réussite du Jazz cette saison. Je pense que c'est Mike Conley. Voilà. Donc du coup, c'est mon Gérard d'or. Je vais beaucoup le surveiller à chaque fois qu'il va être sur le terrain. Je pense qu'il peut faire progresser le Jazz, il peut faire progresser Rudy Gobert, Donovan Mitchell, tout le monde. En fait. Il peut tout changer, en fait. Peut-être que ce sera la vraie première saison de Mike Conley à Utah. Qui sait ? Il peut tout changer. Sûr, c'est qu'en effet, dans cette contractière, ça va être très intéressant. Je suis d'accord. Où se situe Mike Conley dans la hiérarchie des meneurs à l'Ouest ? Ouh là là ! Il y a quelques années, on le mettait dans la discussion du potentiel All-Star. Aujourd'hui, mais pas du tout. D'ailleurs, il n'a jamais été All-Star de sa carrière et maintenant, ça va commencer à être compliqué. Bah, fais-nous mentir. Vas-y. Je suis bien d'accord. Qu'est-ce que t'as, toi, en Golden ? Rudy ? Mon cher Rudy, nous sommes dans une situation aussi contractuelle particulière, on vient d'en parler. Nous sommes aussi dans un club que j'affectionne tout particulièrement, qui s'appelle le club des 28. C'est les garçons qui rentrent dans l'âge de 28 ans. On est en plein prime. On est en plein prime, Rudy Gobert, on est en plein prime, on y est. 28 piges, on est en pleine forme physique, on a eu des vrais soucis en termes de com et de story autour de cette affaire Covid. Mettons ça de côté et concentrons-nous sur cette saison. Il y a des bouches à fermer, il y a un statut à reprendre qui est celui aussi de défenseur de l'année. Il faut aller récupérer ce trophée. Il faut prendre toutes les interrogations qu'il y a eu sur ces derniers mois, les prendre, les mettre sur le parquet et montrer que tu es toujours la force la plus dissuasive en protection d'arceau de toute la NBA et que tu as encore des caps à passer dans ton jeu. C'est-à-dire
on en avait parlé les dernières saisons, et je crois qu'il y avait eu soit dans la review de mars dernier, soit dans les vidéos des années précédentes. Tu sais, Alex, on avait fait souvent on avait vu souvent les séries entre Utah et Houston, on se disait, putain, Rudy, ça va switcher sur pick and roll, et puis merde, est-ce qu'on va être encore dans le même speech ? Est-ce qu'on va être encore dans le même speech où en fait on va voir Rudy parfois performer offensivement parce qu'il va bien punir sur pick and roll, ou est-ce que Rudy rajoute des petites nouvelles choses dans son arsenal offensif ? Non pas quand j'attends un Rudy Gobert en 20 points, 15 rebonds, c'est pas ça. Mais simplement, quel est le Rudy Gobert dans son prime avec beaucoup de pression sur lui ? Pression sur ce qui s'est passé et pression contractuelle. Tu parlais de clés en effet pour Utah avec McConley, totalement d'accord. Il faut que Rudy Gobert soit à un niveau en fait dont on va parler en mars prochain parce que je n'ai pas encore la situation précise autour du All-Star Game, mais s'il y a bien un truc qui peut se passer, c'est genre, ok, Rudy a été All-Star une fois et puis bon, ça aurait été bien une fois. Non, il faut que Rudy montre qu'en fait, il est rentré chez All-Star et on s'installe. Et on s'installe durablement, et en fait, tu fais partie du one-two punch de cette équipe du Jazz dont tu parles, où il y a un meilleur Conley, où il y a Bogdanovic, et Utah est top 4, top 5 à l'Ouest, et il faut 2 All-Stars à Utah en fait cette saison. Il faut reconnaître que par contre il a un style de jeu et tout qui est pas du tout idéal pour être élu All-Star. Ouais. Tu vois, il est défensif, il est pas spectaculaire. Non mais tu vois, faut reconnaître, c'est pas pour le défendre, hein, c'est juste pour faire un constat. Bien sûr. Froid, enfin entre guillemets quoi. Ah non mais tout à fait, bien sûr. En toute objectivité. Bien sûr. C'est qu'effectivement il a peut-être pas le jeu qui fait le plus rêver les votants pour le All-Star Game, qu'ils soient fans, joueurs ou ce que tu veux, ou médias. L'année dernière il a su se rendre indispensable, il a su se rendre inévitable pour le All-Star Game. Est-ce qu'il est capable de le refaire ? C'est ça. Est-ce que ça passe forcément par des progrès offensifs ? Est-ce que ça passe pas aussi par éventuellement genre... Tu vois, on est tous en train de se demander Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo, Adebayo, qui va être le prochain défenseur de l'année ? Est-ce que Rudy Gobert, avec un peu plus d'équilibre, avec un Favors qui revient, un Bojan qui sera là toute l'année, Ingles, machin et tout, est-ce qu'on peut retrouver aussi un Jazz très performant défensivement comme il y a 2 ans, où ouais, en fait, il y a un pivot français là-bas. Alors, c'est vrai que des fois, tu peux le faire switcher, machin et tout, mais... Oui, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais en début de Girardin, c'est qu'en fait, il doit redevenir le défenseur de l'année. Sa moyenne de contre n'a jamais été aussi faible l'année dernière que celle de sa saison rookie. Donc, il faut remonter un petit peu. Ça se joue à quelques dixièmes, mais il faut refaire un haut total de contre, bien au-dessus des 2 contre. Je pense qu'il peut être à 2.5, quasiment 3 contre. Utah était la 10e meilleure défense de la NBA dernière. Ce n'est pas possible. Moi, je suis Rudy Gobert, je le prends personnellement, en fait. Personnellement. Et pour en revenir au petit côté offensif, qu'est-ce que tu verrais ajouter à son arsenal ? C'est juste que lui, en premier sur la com, il a dit qu'il allait être un petit peu plus fluide sur son jump shot, un peu moins frustre sur ses hooks. Il faut juste que, en fait, quand tu files... Du toucher, aujourd'hui, quand tu files la balle à Rudy Gobert, je suis désolé, mais on est tous encore un petit peu à cramponner le canapé et à se dire qu'est-ce qu'il va faire ? Parfois, on a des très beaux gestes, et parfois, on se dit genre, ok, la balle, c'est une patate chaude. Est-ce que ça peut être plus régulier ? Est-ce qu'en fait... Quand tu files la balle à Rudy, en haut ou en bas ou quoi que ce soit, tu te dis, ok, c'est bucket, c'est 2 points, ou c'est une faute et 2 lancers. Okay. Ça doit être une arme. Mike Conley en Gérard d'or pour Alex et Rudy Gobert pour Bibi, évidemment. N'hésitez pas à mettre Jordan Clarkson en Gérard, c'est le Gérard officiel du Utah Jazz. Alex, on va devoir faire un petit prono ? Un pronostico ? Exactement, c'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Le pronostico. Exactement. Qu'est-ce qu'on a du côté de nos poteaux de Paris en Sport ? Eh bien, j'en parlais à l'instant avec le Gérard d'or. Si Monsieur Rudy Gobert finit meilleur contreur de la NBA en moyenne sur la saison régulière, c'est à 4,25 les frérots. La cote, elle était à 3,50, c'est boosté. 4,25, c'est 4. Code boosté. Donc code boosté façon Cocorico, quoi. C'est ça. Code boosté façon French Time. Il faut que tu ailles chercher les garçons qui vont faire beaucoup de contres. On sait que Anthony Davis va être encore présent, que Porzingis, que Whiteside, que Adebayo, que tous ces garçons qui vont faire du taf. Petite question là, si je me souviens bien, la cote de Mitchell Robinson pour être le meilleur contreur de la NBA est meilleure que celle de Rudy Gobert ? Enfin, meilleure dans le sens... Ouais, parce que numériquement, il va en faire 3.5 quoi. À condition qu'il prenne sa blinde de faute, mais Rudy devrait faire, on vient d'en parler Alex, on est d'accord, Rudy devrait être capable de faire sa meilleure saison en carrière au contre. Il doit être capable et le Jazz en a besoin. J'aime bien cette cote, elle est bien boostée.
Est-ce que tu as un over-under pour le Jazz? Oui, j'ai un over-under, c'est à 41,5. Très Tu bien. le trouves bien calibré ou pas? Bah, je te renvoie la question, tiens. Toi, t'en penses quoi? Moi, je trouve plutôt bien calibré. Ah ouais? Franchement, ça va. Ouais. Ouais. Je me demande Tout à fait, justement ce que ça va pouvoir donner. Pendant que je vérifie justement mon pronostic, parce que tu le sais, ça va être la section. Est-ce que tu es prêt, Alex? Ouais, je suis prêt. Magnifique. Eh bien, 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. Vous le savez, dans cette séquence, il va falloir annoncer le turfu du Jazz. Attention. 3, 2, 1, Greg Ostertag. 43 victoires pour le Jazz cette saison. C'est une de moins que l'année dernière sur 72 matchs, mais ça reste quand même un Jazz solide, collectif, qui va être dans la continuité, qui va avoir moins besoin d'adaptation que certaines autres équipes et qui va démarrer la saison au complet. Je crois que ça me les positionne en 4e à l'Ouest, et oui, je pense que le Jazz va redevenir une des meilleures défenses de la Ligue la saison prochaine. Utah 4e. 4e. C'est pas bien? T'as le droit. Non. Si, t'as le droit, tout à fait. Ouais, moi je crois en ce groupe. Ok. Très bien. Eh bien, je vais pouvoir faire un enchaînement qui ne sera pas le même. Attention. 3, 2, 1, top chrono. 40 victoires, je crois que j'ai mis pour le Jazz. Ils doivent être 6e ou un truc comme ça. Je ne serais pas étonné qu'en fait une équipe comme même Phoenix puisse être meilleure que le Jazz. J'ai un sentiment de continuité qui est très rassurant pour le Jazz, mais je n'ai pas un plafond qui est complètement dingue. Il y a des histoires au niveau, certes, de Quinn Snyder ou de Rudy Gobert avec sa situation contractuelle. Je pense surtout qu'en fait à l'Ouest, ça s'est amélioré. À Utah, pas tant que ça. Désolé. Ok. Et donc c'est sur cette magnifique Un projection de 24 secondes tout à fait que l'écart, on va le regarder dans le gros tableau. Alors, c'est ça. Toi, Ouais. je les ai en 7e. 7e. Tintin. Pardon. Ouais. D'accord. Attends. D'accord. Je sens qu'à Houston, ça se marre. La vache. Ah ouais. Ouais, monsieur. Ah ouais, on a des petites Mais c'est bien différences aussi. assez sympathiques à C'est venir. bien d'avoir là, des hein. gros écarts parfois. Non, mais carrément. Mais là, on a des petites différences sympathiques à venir. Utah, donc, pour Alex, aura l'avantage du terrain au premier tour des playoffs. Et pour moi, ça joue le play-in tournament. Je peux pas être plus écart que ça, quoi. C'est ouf. Voilà en tout cas pour les gros tableaux. Dites-nous, fans de Utah ou simples observateurs, ce que vous pensez de ces projections. Est-ce qu'on dit de la merde? Très certainement. Mais surtout, on vous attend dans les commentaires par rapport à toutes les grandes questions qu'on a pu se poser. Je vous laisse, comme d'hab, avec l'indice d'Alex. Ah oui, l'indice, c'est impitoyable. Impitoyable. Eh bien, en vous faisant des gros bisous impitoyables, on se retrouve très vite pour une des 30 prévues en 22 jours. Des bisous. Ciao. Ciao. Bisous.